Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour le cours, l'avant-dernier cours en fait de notre année scolaire, on va parler de la marche vers l'indépendance. Dans le fond, on va parler de la décolonisation de divers pays, que ce soit en Afrique ou en Asie. Donc ici, on a quelques images qui représentent bien cette époque-là qui se tient à partir du milieu du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc on a Ho Chi Minh qui est un grand révolutionnaire communiste vietnamien. En haut à gauche, on a Gandhi en bas. On a ici des victimes, en fait des images de la guerre du Vietnam qui a fortement touché le Vietnam dans les années 60 et 70. Puis à droite, on a quelques exemples de dictateurs sur lesquels je reviendrai tantôt, donc des dictateurs d'Afrique qui ont profité de cette vague de décolonisation-là euh, pour prendre le pouvoir et maintenir leur influence sur leur population de façon corrompue très souvent, de façon à uniquement s'approprier de l'argent puis à faire fortune personnelle. Donc, la décolonisation de l'Afrique va prendre part à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On se rappelle que d'Africains ont participé aux efforts de guerre, que ce soit durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, pour prêter main forte à leur métropole, à la tête de leur empire, que ce soit l'Angleterre, la France ou la Belgique, par exemple. Euh, et ici, on a donc toute la carte de l'Afrique avec les diverses dates de décolonisation, c'est-à-dire les dates d'accession à l'indépendance des pays. Euh, la légende de couleur nous dit à quel pays appartenait, à quel pays européen appartenaient ces divers pays africains-là. Donc, quelques dates là plus importantes, plus célèbres, c'est-à-dire 1962, hein, la guerre d'Algérie qui s'est terminée à ce moment-là. Et les plus récentes, on a la Namibie hein, en 1990, donc qui était autrefois, qui appartenait à l'Afrique du Sud. Et puis, sinon, la plupart des colonies se sont libérées dans une période d'environ 15 à 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup dans les années 60. Et si on regarde ça plus attentivement, on avait bien sûr le Libéria hein, qui a été créé vers 1820, donc qui était depuis très 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 longtemps euh, un pays indépendant. Et on avait l'Éthiopie qui pendant longtemps avait réussi à garder son indépendance, mais qui avait été conquise dans les années 30 par l'Italie de Mussolini, comme j'en avais parlé dans le cours sur la montée des dictatures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1945, il y a plus de 50 pays qui vont adhérer à l'ONU, qui vont créer donc cette organisation dont le but est tout simplement d'essayer de maintenir la paix dans le monde et de favoriser le développement économique des divers pays. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui va être signée rapidement après la création de l'ONU est basée sur le principe d'égalité du droit des peuples et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, ça va devenir très, très, très difficile à justifier pour les pays européens de maintenir leur empire après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir signé un tel traité, parce que dans le fond, ben, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire que ceux-ci peuvent décider de leurs propres lois et donc non plus à subir les décisions de la métropole de l'ancien empire. Donc, les colonies françaises rapidement vont désormais être considérées comme des départements d'outre-mer de la République française. Donc, euh, c'est une façon pour la France de garder ces territoires-là, mais rapidement, les gens qui habitent sur ces territoires-là, qui étaient autrefois des colonies et qui deviennent, je le répète, des départements d'outre-mer, ben ces gens-là ne seront pas satisfaits, ils vont vouloir obtenir leur pleine autonomie. Donc, ils vont rapidement s'engager dans des pourparlers et par la suite dans des mouvements de protestation, de lutte et de révolte vers les guerres d'indépendance. Donc, la liberté en société se traduit par le droit qu'a un individu de se conduire selon sa volonté et ses convictions, dans le respect de règles reconnues et égales pour tous. On parle alors de liberté civile. Le mot décolonisation, ça veut dire processus par lequel une colonie obtient son indépendance. Donc, c'est un petit rappel de certains mots. Donc, on va d'abord se centrer sur
la guerre de l'indépendance de l'Indochine, là, grosso modo, ici, ce que vous voyez, c'est une carte des trois principaux pays qu'on a aujourd'hui qui formaient autrefois l'Indochine. Donc, c'est bien sûr le Vietnam, le Laos et le Cambodge qui étaient propriété française depuis le 19e siècle, depuis 1884 en fait. Il va y avoir plusieurs tentatives là, de soulèvement de la population pour combattre les forces françaises. Et il va y avoir des guerres là, pendant environ 9-10 ans, donc de la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1945 jusqu'aux accords de Genève de 1954 qui vont donner naissance à, entre autres, un Vietnam divisé en deux. Le Vietnam actuel va être considéré comme le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Le Vietnam du Sud va collaborer davantage avec les pays européens, de même que les États-Unis. Mais le nord du Vietnam va instaurer un régime communiste sous l'influence de l'URSS. Le personnage que vous voyez à droite, c'est Ho Chi Minh, qui va être le leader de cette révolution communiste-là dans le nord du Vietnam. Et il va tenter de rapidement d'imposer sa vision communiste au sud du Vietnam. Qu'on voit ici, vous avez la frontière entre les deux ici. Donc, la guerre du Vietnam, que vous connaissez peut-être de nom, va se déclarer en 1963, en fait, parce que les États-Unis qui appuient le Sud et l'URSS qui aident le Nord se font la guerre, mais de façon indirecte. Ça va être une guerre idéologique qui va être menée sur le territoire vietnamien entre les deux puissances de la guerre froide dans l'URSS et les États-Unis. Ce qui est important de comprendre, c'est que même aux États-Unis, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec le déclenchement d'une guerre où les États-Unis essaieraient d'empêcher le Nord d'étendre son influence. John F. Kennedy, de son nom, président des États-Unis au début des années 60, aurait voulu retirer les États-Unis du sud du Vietnam, donc aurait voulu, dans le fond, cesser l'occupation militaire du territoire, mais il a été assassiné le 22 novembre 1963, puis il a été remplacé par Lyndon B. Johnson, qui lui était davantage pour la guerre et donc ça va être une guerre très 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 sanglante qui va durer 12 ans, donc de 1963 à 75, qui va faire des centaines de milliers de victimes du côté vietnamien et plusieurs milliers de victimes du côté américain. Donc ça, c'est quelques photos là, de l'Indochine française avant la décolonisation. Et comme je le disais, donc les États-Unis vont déclencher une guerre. Lorsque la France va se retirer en 54, il va y avoir une espèce de collaboration entre certains pays, certaines nations européennes et le sud du Vietnam. Et lorsqu'Ho Chi Minh va tenter de s'emparer du sud du Vietnam, les États-Unis vont partir en guerre contre ce qu'ils appellent les Viet Cong, donc les Nord-Vietnamiens. Et ici, on a des images de cette très célèbre et très tristement célèbre guerre du Vietnam. Les États-Unis, pendant cette guerre-là, vont d'ailleurs développer certaines nouvelles formes d'armement, dont l'agent orange, qui est un agent extrêmement nocif, qui va donc troubler la génétique des populations vietnamiennes qui vont il y a des femmes qui vont accoucher d'enfants fortement handicapés à cause de toute cet agent orange-là là, qui va vraiment troubler le système nerveux central des fœtus. Et donc ça, c'est sans compter aussi l'agent, on a l'agent orange, mais aussi les bombes au napalm là, qui vont brûler vraiment sévèrement les populations. Et la photo, je vais me permettre de revenir en arrière, excusez-moi, mais la photo qui est ici, c'est une photo très, très, très célèbre. Et ce qu'on voit, c'est une petite fille nue qui sort de son village et qui est suivie par des soldats américains.
puis au loin, on voit de la fumée, ben en fait, c'est que son village vient d'être bombardé de napalm et elle a le dos complètement brûlé. Donc, ça a été l'une des photos les plus célèbres de tous les temps. Si je me trompe pas, elle a gagné le prix Pulitzer dans les années 70, qui est dans les années 60, excusez, qui est remis à la meilleure photo de l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose d'atroce qui s'est passé au Vietnam. Les États-Unis n'avaient aucun respect pour la population du nord du Vietnam, les considéraient vraiment comme inférieurs à eux et ont largement été responsables de crimes de guerre, mais ça a été tué pendant longtemps. Sous prétexte que, ben, vous savez bien, ce sont les États-Unis et que ceux-ci ne font jamais rien de mal. Pendant ce temps-là, en Afrique, la fin de la Deuxième Guerre mondiale va mener place à des mouvements de décolonisation, mais le problème, c'est que l'Afrique avait été divisée, on se rappelle, avec la conférence de Berlin de 1884-85, l'Afrique avait été divisée de façon un peu subjective et très, très peu logique, très peu cohérente, si bien que certaines nations, certaines ethnies qui étaient ennemies ont été regroupées au sein d'un même territoire. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale prend fin, ces territoires-là vont vouloir obtenir leur indépendance et vont l'obtenir pour la majorité d'entre eux, mais ça va se faire au détriment des ethnies minoritaires dans certains pays. Donc, c'est l'ethnie la plus forte, la plus puissante qui, traditionnellement, collaborait le plus avec les anciennes puissances militaires qui va mettre en place ou créer des gouvernements qui se rapprochent peu à peu de dictatures. Et dans les années 60, il y a bel et bien de nombreuses dictatures qui vont être mises au pouvoir là, en Afrique. Donc, avant de parler des dictatures, on peut parler de la guerre d'Algérie qui va durer environ 8 ans. C'est la France qui va empêcher, dans le fond, les Algériens de créer leur propre pays. Puis, tu sais, il faut comprendre que la France et l'Algérie avaient une relation très filiale, hein, donc c'était presque des frères pour eux, les Algériens. Et parmi les Algériens, il y avait ce qu'on appelle les pieds noirs, qui étaient des Français d'origine, mais nés en Algérie. Et là, c'est de savoir est-ce qu'on est fidèle à la patrie, à la mère patrie, la France, ou est-ce qu'on est fidèle à notre terre de vie, donc l'Algérie. Et c'est une guerre qui va faire énormément de victimes. Les Français vont pas lâcher et ils vont refuser de partir d'Algérie. Au final, il va y avoir 1,5 million d'Algériens qui vont être victimes de cette guerre-là et 400 000 Français. Mais les Algériens vont finir par obtenir leur indépendance en 1962 au grand détriment de Charles de Gaulle, alors président de la France. Donc, j'en reviens aux dictatures africaines. Je vous donne deux exemples. Là. Sani Abacha, qui va être dictateur militaire au Nigeria. En fait, très souvent, les dictatures vont être le fait de gens qui étaient auparavant dans l'armée, qui vont servir de leur expérience militaire pour justifier la prise du pouvoir et qui vont ensuite imposer des sanctions sévères aux gens qui s'opposent à leur pouvoir. Souvent, ils vont commettre des assassinats et des purges, et puis ils vont détourner énormément d'argent. Les pays africains, tu sais, qui étaient déjà aux prises avec des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Hein. On se rappelle quand on parlait de l'expansion du monde industriel dans les cours du dernier module, ben on avait vu que l'Afrique avait été, dans le fond, redirigée pour enrichir les pays européens. Donc, ceux-ci vont avoir mis des entreprises où les employés sont très peu payés. Donc, les Africains vont être très, très pauvres malgré leur indépendance parce que le pays va continuer si vous voulez, de fonctionner de la même façon, mais au lieu d'être des dirigeants européens, ben, ça va être des dictateurs. Puis ceux-ci vont collaborer avec les patrons des diverses entreprises qui sont encore présentes dans les pays. Et ces dictateurs-là vont détourner une somme incroyable d'argent. On a ici Sani Abacha qui va, lorsqu'il va mourir, on va découvrir plus de 3 milliards de dollars dans des comptes de banque cachés en Suisse. Ici, on a Mobutu Sese Seko qui était dictateur du Zaïre, donc
c'est dans le fond le même territoire que le Congo belge. Euh, il va savoir séduire hein, les Européens, les ambassadeurs. Il va profiter d'une situation où la Belgique ne s'entendait pas avec un leader, le premier leader suite à l'indépendance du Congo. Il va s'emparer du pouvoir et il va tuer ses opposants. Il va avoir des révoltes d'étudiants universitaires. Il va les assassiner, les enterrer dans des fosses communes. Il va pendre des ministres qu'il juge traîtres à sa cause. Et lui-même va détourner énormément d'argent. On dit que lorsqu'il est mort, il y avait environ 7 milliards de dollars cachés dans des comptes de banque européens. 7 milliards, c'est l'équivalent de 70% de la dette du Zaïre. En fait, la dette du Zaïre était à 12,5 millions. Non, excusez-moi, 12,5 milliards de dollars. Donc, c'est hallucinant là, de voir à quel point ces dictateurs-là ne vont penser qu'à une chose, s'enrichir. Et CC Seco va avoir de multiples propriétés en Europe, dont le château là, dont je vous ai mis une photo ici. Donc ça, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, ben, ça va être considéré comme le continent oublié parce que à partir du 20e siècle, c'est surtout le pétrole qui va être très important et ce n'est que le nord de l'Afrique qui va devenir euh, plus, plus utile hein, pour les nations américaines et européennes. Donc, le centre de l'Afrique va être totalement délaissé et c'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est un continent oublié puis il va y avoir des génocides nombreux qui sont les conséquences de toutes les, euh, les politiques qui ont été mises en place là, de l'expansion du monde industriel à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on n'a qu'à penser au génocide rwandais là, de 1994 qui a fait 800 000 morts sans que vraiment le monde ne bouge vraiment et ne réagisse pour empêcher ça. On en arrive à la décolonisation de l'Inde avec l'un des personnages les plus célèbres du 20e siècle, c'est-à-dire Gandhi. Euh, l'Inde ben, est sous influence et sous le pouvoir de l'Empire britannique. Les Britanniques qui soutirent toutes les richesses de l'Inde sans scrupule, laissent la population dans des conditions de pauvreté extrêmes et ben, celles-ci vont commencer à essayer d'obtenir davantage de pouvoir et vont commencer à faire des grèves. Puis il va y avoir, par exemple, en 1919, le massacre d'Amritsar, donc une grève d'ouvriers indiens qui vont tenter d'obtenir des meilleurs salaires, puis ils vont être totalement réprimés par les forces britanniques. Il va y avoir plus de 400 morts et 1000 blessés. On tire sur les Indiens comme si c'était littéralement des bêtes. Et tranquillement, pas vite, cet événement-là va devenir un espèce de symbole de la révolte indienne. Et parmi ces personnages-là qui vont commencer à sortir du lot, ben on a Gandhi. Gandhi qui était, juste avant de parler de lui, l'un des bons amis de Jawaharlal Nehru. Nehru va être le premier président indien en 1947. Donc, il va être, excusez pas président, premier ministre de l'Inde. Il venait d'une famille très célèbre. Là. Les Nehru, c'est l'équivalent des Kennedy, je vous dirais, euh, euh, en Inde. La famille Nehru-Gandhi, le nom de famille Gandhi n'a rien à voir avec le Mahatma Gandhi, là, le personnage que vous connaissez. Le nom de famille Gandhi était juste un nom très, très populaire à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, c'est un nom de famille très répandu, là. Excusez-moi. Donc, Nehru va avoir une fille qui va s'appeler Indira Gandhi, qui, elle, va prendre le pouvoir à sa mort. Celle-ci va être assassinée en 84. Le fils de celle-ci, donc le petit-fils de Jawaharlal Nehru, va lui aussi prendre le pouvoir. Il va être élu premier ministre de l'Inde et il va être assassiné lui aussi en 91 par ses opposants. Rahul Gandhi, qui est le petit-fils donc d'Indira et l'arrière-petit-fils de Jawaharlal. Rahul va lui aussi être une figure marquante en politique indienne. Il est toujours là. En fait, il a été élu
il a été élu président de l'Assemblée, donc président du Congrès indien jusqu'en 2019. Et donc, les Nehru Gandhi sont encore très présents sur la scène politique et ils vont faire partie de ce qu'on appelle le Congrès national indien, qui est un parti politique encore très populaire aujourd'hui en Inde. Donc, au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui exige les Indiens en échange de leur participation à la guerre. Donc, en fait, le parti du Congrès exige l'indépendance du pays en échange de la participation des Indiens à la guerre. Donc, ce qui se passe, c'est que on retourne en arrière. Donc, Jawaharlal Nehru va demander. En fait, il est leader du Parti du Congrès depuis 1929. Et lui, il va essayer de faire de la politique, vraiment. Il va essayer de conquérir l'indépendance par le biais de la politique. Puis il va dire aux Anglais, écoutez, nous, on va vous aider durant la Deuxième Guerre mondiale, mais en échange, ce qu'on veut, c'est obtenir notre indépendance par la suite. Et donc, l'Inde va se retirer de la Grande-Bretagne en 1947. Pendant ce temps-là, donc, Mohandas Karamchand Gandhi, qui est né en 1869 et qui va mourir assassiné en 1948 pour des questions de religion principalement. En fait, Gandhi, son surnom, c'est Bapu, on va l'appeler Bapu. Donc, il va, et Bapu, dans le fond, ça veut dire, si je me rappelle bien, grand-papa. Donc, grand-papa ou plutôt papa. Donc, Gandhi, lui, à partir dès les années 30, va commencer à vraiment manifester de façon pacifiste. En fait, il va inventer ce qu'on appelle le satyagraha, qui est le principe de contestation et de résistance à l'oppression par la non-violence. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jamais répliquer quand on va l'invectiver, le battre, le maltraiter physiquement. Jamais il... Donc, alors que son bon ami Nehru va prendre le chemin de la politique pour essayer d'obtenir l'indépendance de l'Inde, Gandhi va, dès les années 1920-1930, lui, prendre le chemin de la désobéissance civile. Gandhi, qu'on appelle Bapu, Bapu qui veut dire papa, donc dans la culture indienne. En fait, c'est le fondateur du Satyagraha, qui est dans le fond le principe de contestation puis de désobéissance par la non-violence. Donc, lui, il va faire plein d'actions pour montrer aux Anglais qu'ils ne sont pas maîtres chez eux. Et dans le fond, les Anglais vont parfois le maltraiter, vont même le battre en public, mais celui-ci va toujours résister. Il va faire plusieurs grèves de la faim pendant sa vie, mais surtout, il va faire ce qu'on a appelé la marche du sel en 1930. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va y avoir une nouvelle taxe qui va être imposée là, par les Britanniques aux Indiens. Ceux-ci n'auront pas le droit d'acheter du sel sans payer une taxe. Et dans le fond, cette taxe-là va être augmentée rapidement, puis ça va déplaire à la population indienne. Et ce que va faire Gandhi, c'est qu'il va marcher pendant des semaines pour se rendre à l'océan Indien et il va lui-même prendre dans une espèce de marais salé, va prendre du sel et il va montrer dans le fond aux Indiens qu'ils n'ont pas besoin des Britanniques pour obtenir du sel et ils n'ont pas besoin des Britanniques pour continuer à vivre. Et ça va être un geste de désobéissance suprême pour les Britanniques. Et donc, on a un extrait ici, c'est ainsi qu'il quitte son ashram des environs d'Ahmedabad, au nord-ouest du pays, accompagné de quelques dizaines de disciples et d'une cohorte de journalistes. Après un parcours à pied de 386 km, il arrive le 6 avril au bord de l'océan Indien. Il s'avance dans l'eau et recueille dans ses mains un peu de sel. Par ce geste dérisoire et hautement symbolique, il encourage ses compatriotes à violer le monopole d'État sur la distribution du sel.
Ce monopole oblige tous les consommateurs indiens, y compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et leur interdit d'en récolter eux-mêmes. L'occupant britannique construit même de vastes barrières pour prévenir l'activité illicite de faux sauniers. Donc, sur la plage, la foule grossit de plusieurs milliers de sympathisants imite le Mahatma et recueille de l'eau salée dans les récipients. Leur exemple est suivi partout dans le pays. Partout en Inde, les Indiens font évaporer l'eau et collectent le sel au vu des Britanniques. Ils vont jeter plus de 60 000 contrevenants en prison. Et fidèles aux recommandations de Gandhi, les Indiens ne vont pas résister. Le Mahatma lui-même arrêté et passe 9 mois en prison. Puis à la fin, le vice-roi reconnaît son impuissance à imposer la loi britannique, cédant aux injonctions du Mahatma, il libère tous les prisonniers et accorde aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. Donc ça, c'est l'histoire de la marche du sel de Gandhi. Et donc en 1947, excusez-moi, le Parlement britannique va voter l'Indian Independence Bill qui entre en vigueur le 15 août. Ce qui met en place l'indépendance de l'Inde. Donc, vous avez ici un drapeau qui est une espèce d'affiche qui rappelle les personnages principaux de l'histoire de l'Inde. Malheureusement, Gandhi, qui était très, très, très tolérant au plan religieux, il était hindou, mais habitait dans un quartier musulman. Et Gandhi va être assassiné par un hindou extrémiste, dans le fond, lors d'un rassemblement là, en 1948. Il va être victime si vous voulez, d'un terroriste qui va attenter à sa vie. Et donc, Nathuram Godse, c'est celui-ci, là, donc un hindou extrémiste qui va en vouloir à Gandhi parce que celui-ci est très tolérant à l'égard des musulmans. Et donc, Nehru, le même Nehru dont je vous ai parlé précédemment, va à ce moment-là faire un discours très touchant à la radio. Il va dire « La lumière a quitté nos vies, l'obscurité est partout, et je ne sais trop quoi vous dire et comment vous le raconter. Notre dirigeant bien-aimé, Bapu, comme nous l'appelions, le père de la nation, n'est plus. » Donc, c'est ce qui va mettre fin à la vie de Gandhi. Donc, on complète les notes de cours. Donc, en 1955, 29 pays non alignés d'Afrique et d'Asie tiennent une rencontre déterminante. Comment se nomme cette rencontre? Ça va s'appeler la conférence de Bandung en Indonésie. Puis les deux principales recommandations de cette rencontre, c'est mettre fin au colonialisme, puis appuyer la liberté puis d'indépendance des peuples, la volonté d'indépendance des peuples. Les puissances coloniales doivent accorder la liberté et l'indépendance aux peuples. Donc, je vous conseille de peser sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour recopier les notes. Et je vous ai souligné les éléments les plus importants de cette réponse-là. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs facteurs poussent à la décolonisation des pays africains. Nomme deux de ces facteurs. Les Africains ont combattu aux côtés des métropoles, ils veulent de la reconnaissance. Puis la guerre leur a aussi appris que les puissances européennes ne sont pas invincibles et qu'ils pourraient aller chercher une victoire même au plan militaire. Que craignent les colonisateurs? Ils perdent, s'il arrive une indépendance de leur pays, leurs anciennes colonies, c'est-à-dire, ils craignent de perdre leur accès aux ressources naturelles dont ils ont besoin pour la création de leurs produits manufacturiers. Et ils perdent aussi un marché de consommateurs pour écouler leurs produits manufacturés. Donc, c'est ce qui met fin au cours sur la décolonisation. Prochain cours sur le racisme aux États-Unis.